Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 27e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et cette semaine, nous continuons de retrouver notre rédacteur en chef, Guy Hervier, de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, vous êtes cette semaine un peu plus au sud de New York, puisque vous êtes en Floride et plus précisément du côté de Palm Beach. Oui, effectivement, on est en Floride, plus exactement à Palm Beach. On est juste à côté du Flagler Museum, d'où on voulait prendre la prise de vue, mais apparemment c'était pas possible. Donc là, on est sur un des endroits les plus prestigieux de Palm Beach. Et comme vous pouvez le voir, il fait un temps assez extraordinaire, ce qui n'était pas tout à fait prévu, mais c'est pas désagréable. Alors pour en venir à l'actualité de la semaine, finalement c'est comme la semaine dernière, c'est du côté de chez Microsoft qu'on trouve l'annonce et l'info de la semaine, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'arrêt de Windows Phone, même si c'était quelque chose d'attendu plus ou moins dans les faits. Le fait que ce soit officiellement, c'est quand même éminemment une info majeure. Oui, alors effectivement, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. La ténacité de Microsoft pour pousser son Windows Phone finalement n'aura pas été récompensée. Et en fait, l'annonce a été faite semi-officiellement sur un blog qui indique les dates à partir desquelles les différentes versions de logiciels ne seront plus supportées. Et donc là, en l'occurrence, c'est celle de Windows Phone 8.1 qui est la version majeure qui représente à peu près, qui équipe 80% des Windows Phone Microsoft, qui ne sera plus supportée. Et donc c'est l'arrêt de Microsoft dans le développement d'un système d'exploitation pour téléphone mobile, pour smartphone. Donc c'est un long cheminement qui a démarré en 2003. 2003, il faut se souvenir que l'iPhone n'existait pas encore. Et à l'époque, dans le domaine des smartphones, c'était principalement BlackBerry qui était le leader. Donc Microsoft lance son Windows Mobile, comme il s'appelle à l'époque. Et puis ensuite, Apple annonce, donc Microsoft n'arrive pas vraiment à se faire une place face à BlackBerry. Et puis Apple et Android de Google arrivent, donc Apple avec iPhone en 2007. Et donc Microsoft est toujours le troisième. Alors il continue son aventure avec en signe un partenariat avec Nokia. Donc dans un premier temps, Nokia abandonne l'OS Symbian pour adopter celui de Microsoft. Et puis ensuite, ce sera finalement le rachat de Nokia, qui était en totale perte de vitesse et qui n'a pas été capable de prendre le virage des téléphones mobiles aux smartphones. Alors on continue avec, il y a eu Windows Phone 7, donc c'était une annonce majeure, et surtout Windows Phone 8 qui était présenté comme la 7e merveille du monde. Et on arrive en 2014, donc Satya Nadella remplace Steve Ballmer et prend les rênes de l'entreprise. Et donc il lance sa stratégie Cloud First, Mobile First. Alors pour ce qui concerne le cloud, le succès est au rendez-vous, ça c'est indiscutable puisque Microsoft est un des 4 grands dans le domaine du cloud, bon assez loin derrière Amazon, mais tout de même un des 4 grands. Et puis en ce qui concerne le mobile, bien, finalement ça n'a pas réussi, et donc 3 ans plus tard, après l'arrivée de Satya Nadella, Microsoft donc tire un trait sur son aventure dans les smartphones. L'annonce intervient alors que finit de se dérouler la conférence Inspire 2017 avec les partenaires Microsoft réunis à Las Vegas, avec aussi des annonces du côté d'Office 365. Alors cette annonce intervient au moment où la semaine dernière, la conférence partenaire qui s'appelle maintenant Inspire s'est tenue à Washington, avec quelques annonces intéressantes. Donc la première annonce, c'était celle de Microsoft 365. Alors en fait c'est un package qui inclut Office 365, Windows 10 et puis des outils de mobilité et de sécurité. Et donc cette solution, ce package Microsoft 365 est décliné en 2 versions.
une version entreprise, donc entreprise dans le sens anglais, c'est-à-dire les grandes entreprises, et puis Microsoft Business pour les PME, PMI. Et chacune d'entre elles est ensuite déclinée en différentes sous-versions. Donc ça, c'était la première catégorie d'annonces. Alors, il n'y a pas qu'Office 365, il y a aussi des choses du côté d'Azure, hein, sur la plateforme Azure, avec des notions de cloud hybride. Et puis la deuxième, c'était l'annonce de Microsoft Azure Stack. Alors, qu'est-ce que c'est que Microsoft Azure Stack? C'est tout simplement la pile logicielle qui permet, alors ça a été fait avec des partenaires matériels, donc il y a Dell, Lenovo, HPE. Donc c'est la pile logicielle qui permet, sur des matériels qu'on vient de citer, aux utilisateurs de construire un cloud Azure dans leur data center et donc de développer une solution de cloud hybride avec d'un côté le cloud Azure en interne dans leur propre data center et de l'autre Microsoft Azure, le cloud public de Microsoft. Et donc d'avoir finalement la même pile logicielle des deux côtés et de pouvoir construire ainsi une version, enfin une solution de cloud hybride de la manière la plus fluide possible. Donc ça, c'est une annonce dont on avait déjà parlé à l'occasion de la conférence Dell, qui s'était tenue à Las Vegas il y a quelques semaines. Et donc cette annonce arrive et permettra à Microsoft de rebondir et de se développer dans le domaine du cloud hybride. Alors pour le sujet suivant, finalement, on ne s'éloigne pas tellement de l'univers de Microsoft, plus particulièrement de Windows, parce qu'on parle du marché des PC, et marché qui est malheureusement toujours en berne, et on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Hein. Alors effectivement, le Gartner vient de sortir ses chiffres pour le deuxième trimestre de l'année, et donc le nombre de PC qui ont été vendus donc au deuxième trimestre 2017 a été de 62 millions. Alors 62 millions, évidemment, si on donne le chiffre brut, ça paraît beaucoup, mais en fait, si on regarde l'évolution depuis quelques années, le marché du PC est en constante dégringolade. En fait, si on remonte à 2012-2013, on était monté à plus de 350 millions de PC vendus dans l'année. Et là, on devrait arriver dans l'année à 240 millions. Donc, ça veut dire que c'est une baisse quand même très très significative de 110 millions. Alors, bon, c'est pas surprenant, dans la mesure où le PC maintenant, depuis longtemps, c'est un marché de remplacement. C'est un marché qui est concurrencé par les tablettes, qui est concurrencé aussi par tout ce qui est terminal léger, des Chromebooks qui ne sont pas intégrés dans ces annonces, et puis c'est concurrencé aussi par les smartphones. Donc je dirais que cette baisse pour le 11e trimestre consécutif n'est pas une surprise, mais en tout cas c'est une donnée à prendre en compte pour les fournisseurs, parce que ça veut dire que pour eux, ils sont sur un marché qui est de plus en plus tendu, pour lesquels d'ailleurs les prix sont également, eux, extrêmement tendus, enfin serrés, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt à la hausse. Cette hausse s'explique par donc, rétrécissement du marché, et puis aussi par le fait qu'il y a une pénurie, une semi-pénurie sur tout un tas de composants. Donc il y a les écrans LCD, il y a les mémoires SSD, il y a les mémoires RAM, et donc tout ça fait qu'on a un marché qui est en véritable tension. Alors dans ce genre de situation, il y a des gagnants, des perdants, mais finalement, le trio de tête qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années, lui, il est invariable. Alors maintenant, si on regarde les principaux fournisseurs, je dirais que là, il y a des ajustements trimestre après trimestre qui ne sont pas très significatifs, mais enfin, qui ont montré ce trimestre que HP, suite à une croissance intéressante, a repris la tête devant Lenovo. Et le troisième, c'est Dell. Et donc les trois premiers, HP Inc. Pour le coup, Lenovo et Dell sont très très loin devant les suivants, qui sont Apple, Asus et Acer. Donc je dirais que c'est un marché qui est stable, mais stable à la baisse. Et cette baisse, a priori, va peut-être un jour se stabiliser, mais en tout cas, il n'y a pas d'éléments qui permettraient de penser qu'on va retrouver la croissance
qu'on avait connues il y a seulement quelques années. Alors on change complètement de sujet et on vient aussi de l'Atlantique et on parle du différend qui est opposé devant les tribunaux Google et l'administration fiscale française avec un verdict des tribunaux français qui finalement annule toutes les charges retenues contre Google. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la pilule est un peu amère ou la diffusion passe difficilement. Oui, alors effectivement, c'est une annonce qui est pour le moins surprenante parce qu'elle va un peu à contre-courant du mouvement qui s'est initié, je dirais, au plan européen. On rappelle, il y a seulement quelques semaines, la Commission européenne donc avait fait l'annonce d'une amende, avait indiqué qu'elle imposerait une amende de plus de 2 milliards de dollars à Google pour des pratiques anticoncurrentielles liées à l'utilisation de son moteur de recherche qui favorise plutôt des services Google que des services concurrents. Là, en France, donc, on sait que Bercy avait posé une réclamation de redressement fiscal vis-à-vis de Google, parce qu'on sait que Google, qui n'est pas le seul d'ailleurs, hein, les GAFA et bien d'autres entreprises étrangères, je dirais, profitent des paradis fiscaux qui existent en Europe, par exemple en Irlande, mais pas seulement, et qui donc détournent un certain nombre d'activités sur ces paradis fiscaux, de telle sorte que les bénéfices qu'elles déclarent en France ne sont absolument pas à la hauteur de leur activité. Et donc Bercy avait fait une demande de redressement fiscal de plus de 1 milliard de dollars. Et là, il se trouve que c'est le tribunal administratif de Paris qui vient d'indiquer qu'a priori, Google n'aurait pas de souci à se faire et qu'elle ne serait pas finalement imposée par ce redressement fiscal. Alors, bon, évidemment, on suppose que le ministère de l'économie, en particulier Gérard Darmanin, qui est le ministre des Comptes publics, était un peu surpris, et on pourrait même dire un peu plus que ça. Et donc, a priori, bon, l'affaire n'est pas tout à fait terminée. Bercy a 2 mois pour faire appel, mais c'est une affaire qu'on suivra avec intérêt parce que de ce résultat-là, pourrait en décliner, je dirais, d'autres initiatives qui pourraient être prises par rapport à d'autres sociétés étrangères présentes sur le sol français. Enfin, puisque vous êtes aux US, on pouvait évidemment ne pas mentionner les pérégrinations de Donald Trump, qu'on n'a évidemment pas pu manquer sur nos écrans lors des cérémonies du 14 juillet, mais j'allais dire pendant ce temps-là, n'est pas resté inactif sur le front du secteur IT avec une annonce finalement assez importante. Oui, donc Donald Trump a pu s'échapper quelques jours de Washington. Je pense que ça lui a permis de prendre un peu de recul. Parce qu'en ce moment, il est en pleine tourmente suite aux révélations qui ont été faites dans l'échange d'emails de Donald Trump Jr. avec un certain nombre d'officiels russes. Et donc, cette affaire est en train de se développer. Donc, il est allé en France à la cérémonie du 14 juillet invité par Emmanuel Macron pour fêter le 100e anniversaire de l'arrivée des troupes américaines pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'était, je dirais, ça avait une portée symbolique. Alors pour en venir à l'annonce qui a été faite, il s'agit d'une évolution finalement assez importante sur les conditions d'accueil des entreprises aux USA qui peut concerner finalement pas mal d'entreprises françaises qui veulent s'implanter aux USA. Là, c'est en fait une mesure qui avait été prise par Barack Obama qui était destinée à favoriser l'implantation des start-up étrangères. Donc on sait que parmi ces start-up étrangères, il y en a un certain nombre qui sont françaises. On sait que le mouvement des start-up en France est extrêmement dynamique. Et donc cette mesure devait prendre effet cette semaine, le 17 juillet. Et donc Donald Trump a signé un executive order, donc un décret finalement qui repousse de 6 mois cette mesure. Alors cette mesure en fait elle concerne quelques milliers, on parle de 3000 startups étrangères. Parmi ces startups, je dirais qu'il y a 2 catégories. Il y a celles qui bénéficient d'une aide gouvernementale américaine, donc c'était 100 000 $, et puis les startups qui bénéficient
financement privé à hauteur de 250 000 $. Donc pour tous celles qui avaient des projets en cours et de venir s'installer aux États-Unis, il faudra donc qu'elles attendent 6 mois, sachant que ce report, pour l'instant, n'est qu'un report, mais on ne sait pas finalement ce qu'il en adviendra, c'est-à-dire est-ce que dans 6 mois, l'administration Trump aura réfléchi à ce sujet et dit que finalement on peut relancer, favoriser l'arrivée des startups étrangères, ou est-ce que finalement cette initiative sera complètement abandonnée. Eh bien, merci Guy pour cette synthèse. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Quant à vous, chers internautes, chers lecteurs, merci de nous suivre. Et puis je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, excellente semaine. À très bientôt. Merci.